Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Nathanaël, comment vas-tu ? Salut Audrey, écoute, tout va bien, je suis super content d'être là dans les Achievers aujourd'hui. Ouais, et moi je suis super contente de te recevoir. Alors pour la petite anecdote, pour les personnes qui n'auraient pas écouté tous les épisodes, toi tu m'as été recommandé par Nassim qui a fait le premier épisode des Achievers. Il m'a dit Audrey, j'ai mon meilleur ami qui est également dans le développement commercial, il a un super profil, il a fait pas mal de choses avant, interview-le. Puis après on a échangé, je me suis dit ça va être intéressant. Et voilà, c'est comme ça que tu te retrouves sur l'épisode d'aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, mais tu vois, je pense que tu es sur un secteur d'activité, je pense moi que je ne connais pas du tout et que je ne comprends pas. Donc, je vais te laisser un petit peu la parole. L'objectif, c'est qu'on puisse en comprendre quel est ton parcours, le business model de Virtual Expo et par la suite, comment ça se passe la vente dans votre environnement qui est industriel, e-commerce, B2B, international, voilà. Je te laisse nous raconter. Allez, super. Déjà, encore une fois, je rebondis sur ce que tu disais. Big up à Nassim pour nous avoir mis en contact, parce que je suis content d'être là, comme je disais tout à l'heure. Donc moi, je m'appelle Nathanaël, j'ai 35 ans, je travaille chez Virtual Expo, dans lequel je suis responsable des ventes. Donc Virtual Expo existe depuis 20 ans. Donc depuis 20 ans, on aide des sociétés à être visibles grâce à Internet. Le concept de ce qu'on a fait a commencé avec Direct Industrie. Donc Direct Industrie, comment c'est arrivé ? C'est que le fondateur de notre société cherchait un produit, cherchait à acheter un produit et il devait passer d'un catalogue papier à un autre catalogue papier, à un autre catalogue papier. Il s'est dit, est-ce que ce serait pas bien d'avoir le catalogue des catalogues ? Donc en fait, c'était quelque chose qui était fait par papier au début. Et donc, on regroupait les produits de différents fabricants dans le même catalogue. Voilà un petit peu le concept. Quelques années plus tard, forcément, on s'est posé la question du web. Je parle d'il y a 20 ans. L'entreprise a eu le choix entre partir sur le Minitel ou partir sur Internet. Et tout le monde a pris le fondateur pour un fou de faire le pari d'Internet. Bon, visiblement, il s'est pas trompé aujourd'hui. L'histoire lui a donné raison. Voilà, exactement. Et on a aussi lancé d'autres sites avec le même concept. Donc, on reste très orienté B2B. Donc, on a Direct Industrie pour le secteur industriel, Medical Expo pour les professionnels du secteur médical, Archi Expo pour tout ce qui est mobilier et construction, Nautique Expo pour le secteur du nautisme. C'est peut-être notre seul site qui est un peu plus orienté B2C, même si on garde quand même 50% de professionnels qui l'utilisent. Et il y a quelques années, on a lancé Agri Expo et Aero Expo. C'est une boîte qui a chaque année plein de nouveaux projets et c'est une des choses que j'aime bien chez nous. On va décortiquer là un petit peu plus en détail par la suite le business model de Virtual Expo. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux brièvement nous décrire un peu ton parcours ? Parce que je sais que tu as fait plein de choses intéressantes avant, ça serait dommage de s'en priver. Je pense que j'ai toujours eu un état d'esprit, on va dire commercial, dans le sens où je voulais toujours faire des choses. J'avais 14 ans, j'allais chercher à donner des cours d'anglais. Et ma première expérience dans la vente, c'était quand j'étais étudiant. Je travaillais l'été à l'office universitaire de presse, à l'OFUP. C'était un job où on vendait des abonnements pour des magazines à des étudiants lors des inscriptions à l'université ou au lycée. T'as peut-être croisé des gens qui venaient essayer de te vendre un abonnement à oui, après X tu baisses euros. les yeux, puis tu marches très vite. Voilà. Donc la première année que j'ai fait ça, il y avait beaucoup de gens qui baissaient les yeux et qui marchaient très vite. Et puis même si j'ai pas forcément très bien gagné ma vie cette année-là, parce qu'on était rémunéré à 100% à la commission, en fait j'ai voulu retenter l'aventure les autres étés jusqu'à faire des super salaires de 2000 euros en une semaine quand t'es étudiant, t'es plutôt content. Et j'avais fini meilleur vendeur de l'Île-de-France sur plus de 600. Au fur et à mesure, j'ai appris des choses et j'ai appliqué. À côté de ça, j'étais aussi entreprenant dans ma vie, on va dire personnelle. Je fais de la danse depuis 20 ans et une des
manière de payer mon loyer quand j'étais étudiant. À côté de ça, c'était de faire des animations de rue. Donc je passais dans la rue, on dansait derrière, on passait au chapeau. Vous avez peut-être vu des gens comme nous aux Champs-Élysées ou à la Tour Eiffel. Voilà, c'est assez courant maintenant. J'ai fait un stage ensuite chez EIE Global quand j'étais étudiant. Alors, faut savoir que j'ai étudié pour être prof d'anglais à la base. Quand j'avais 18 ans, j'avais aucune idée de ce que je voudrais faire quand je serais grand. Je sais toujours pas d'ailleurs, même si j'aime bien la vente. Mais t'es pas encore grand, c'est pour ça. Et non, mais du coup, j'avais aucune idée quoi faire et j'avais grandi dans une famille où on parlait anglais. Ouais. Et donc je me suis dit bon, prof, je peux avoir un peu de temps libre, enfin beaucoup de temps libre et c'est un peu ça que j'ai vu. Et puis il y avait un père qui était prof d'anglais aussi, donc je voyais sa qualité de vie, les vacances, le temps pour faire ses passions à côté. Et ça me parlait. Et Ok, du coup, c'est Nathanaël Gill ou Gilles? exactement, C'est Gil, Guy, ouais, Gil en ok. anglais, mais Gilles en France. Ah, ok. Ouais, je voyais mon père, il avait plein de temps libre pour ses passions à côté, et du coup je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui pourrait être sympa. Et au fur et à mesure des années que j'étudiais, je me suis dit qu'en fait j'ai pas envie de me sentir coincé dans un truc, et je peux pas aujourd'hui me dire que pendant 40 ans je vais faire ce même métier, même si c'est un beau métier. Et du coup je me suis légèrement réorienté d'une licence d'anglais, je suis passé à un master en civilisation qui avait il y avait beaucoup d'histoire géo, de l'économie, de la culture et des cours de négociation et gestion de projet. Et dans ce cadre-là, du coup, j'ai trouvé un stage dans une boîte parisienne qui s'appelle EIE Global. EIE Global, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de gestion de projet qui aide des exposants internationaux sur les salons professionnels. Ah, Donc d'accord. L'histoire était en route. exactement, mais sans le savoir. Ouais. Donc ça peut être une entreprise américaine qui souhaite faire un salon en Allemagne. Alors s'occuper de gérer le stand, faire le design du stand, s'il y a besoin d'hôtes ou d'hôtesses, gérer toute cette partie-là. Et donc après on refacture les clients, bien sûr, que la commission comprenne. Et après ça, je me suis dit soit je reste à Paris avec une offre que je peux pas refuser, soit je me casse au bout du monde. Et du coup, ben, j'ai eu une offre que j'ai pu refuser. J'aurais préféré d'autres conditions salariales. Et D'accord. du coup, je me suis dit, ben, en fait, c'est le moment. Je viens de finir mes études. S'il y a un moment pour me casser au bout du monde et apprendre une autre langue, c'est maintenant. Donc, j'ai pris 1 200 € et je suis allé en Uruguay où je me suis dit que j'allais rester 2 ans. Alors, à ce moment-là, c'était un peu les débuts de LinkedIn. Je parle de 2010. Et donc, en fait, ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai contacté plein de gens sur LinkedIn en leur disant que j'allais arriver dans leur pays. Donc, tous les gens qui avaient international ou anglais ou français dans leur profil, je les ai contactés, j'aurais fait comme un mailing copier-coller en leur demandant des conseils. Du coup, quand je suis arrivé sur place, j'avais 5 entretiens de prévus et il y en a un qui a mené un job chez Ines CRM. Donc c'est un éditeur lyonnais de logiciels CRM qui avait un bureau à Montevideo et du coup c'était essentiellement de la prise de rendez-vous pour les commerciaux en France. Et pourquoi tu t'étais dit l'Uruguay? Et ben, en fait, à la base, je m'étais plutôt dit l'Argentine, l'Inde ou le Brésil. Ouais. Pour Et quelle raison? l'envie de connaître autre chose, apprendre une nouvelle langue. Ouais. L'Inde pour des raisons aussi familiales, j'étais curieux de mieux connaître la culture du côté de mon père. Et en fait, l'avantage de l'Uruguay, c'est que quand on arrive sur place, on peut trouver un job en arrivant sur place sans faire un aller-retour en France. Et à partir du moment où on a un contrat de travail qui paye plus de 500 $ par mois, on peut commencer à poser sa demande de visa de travail. Et en attendant d'avoir la réponse, on peut commencer à bosser, payer des impôts, etc. Donc en fait, quand on a un budget de 1 200 € pour rester 2 ans, c'est plutôt pas mal. Et du coup, donc j'ai fait un an chez Ines CRM et un an après, un des premiers recruteurs que j'avais rencontré en arrivant m'a rappelé pour me proposer un job d'acheteur dans une boîte américaine avec des horaires qui étaient du coup basés sur New York et pas basés sur la France. Donc ça m'arrangeait mieux. Je suis plutôt du genre couche-tard que lève-tôt. Et du coup, je préférais un job où je bossais de 10h à 19h plutôt que celui d'avant où j'étais plutôt sur du 6h du matin à 15h30. Et de là, je rentre pas encore en France. Alors, en fait, si je rentre en France en me disant c'est bon, j'ai trouvé un job facilement quand je suis allé en Uruguay, donc maintenant que je parle une langue de plus et que j'ai 2 ans d'expérience, eh ben, je vais trouver en 2 secondes. Donc je rentre sur Toulon. Et en fait, ben ça s'est pas passé comme ça. J'ai mis 6 mois et j'avais quelques jobs alimentaires, mais c'était bien compliqué. À l'époque, j'avais moins de 25 ans, donc j'avais pas droit aux aides de l'État. Et le temps que j'avais travaillé en Uruguay n'était pas compté que pour le chômage en France. Donc j'étais vraiment, on va dire, en difficulté. Et puis une chose a mené à une autre et je suis allé en Suisse parce que je me suis dit qu'il y avait un peu plus d'opportunités pour des gens qui parlent plein de langues comme moi. Et de là, j'ai été pendant 4 ans au United Nations Federal Credit Union. Ouais. Donc c'est une banque à but non lucratif
pour les fonctionnaires de l'ONU. Et donc j'étais conseiller clientèle avec bien sûr des objectifs de vente, puisqu'on avait quand même besoin de réaliser X prêts par mois, etc. Même si on a un but non lucratif, ça puisse pas perdre d'argent. Donc il y avait quand même Et ça, c'est toujours le sujet, même dans le milieu de la banque. D'ailleurs, j'adorerais recevoir un commercial dans le monde de la banque. C'est que conseiller, mais commercial, en fait. non, oui, moi je gardais mes objectifs en tête et ma REM aussi était en fonction de ça. Donc voilà, donc je suis resté 4 ans. Donc j'étais au Palais des Nations à Genève et c'était chouette parce que je rencontrais le monde entier qui passait dans mon bureau chaque jour. Ça pouvait être un client éthiopien, juste après quelqu'un de Malaisie, ensuite un client suisse Ah, c'est cool. Ouais. et le lendemain un américain. Et Ouais. ça me plaisait beaucoup. Et alors, du coup, tu restes 4 ans. Et comment tu arrives à Virtual Expo? J'avais envie de rentrer dans le sud de la France et j'ai vu une offre qui m'a vraiment parlé. Sauf qu'il fallait envoyer une lettre de motivation et j'avais la flemme. Et du coup, j'ai vu la même offre postée par un cabinet de recrutement et j'ai envoyé mon CV. Du coup, on a rendez-vous pour un entretien. C'était, je pense, l'entretien le plus difficile de ma vie. Ah oui, tu vrai que tu m'avais Parce raconté. parce que les personnes sur qui je suis tombé aimaient beaucoup challenger ce que je disais. Donc dès que je disais quelque chose, on me disait que la personne en face me disait qu'elle n'était pas convaincue. Mais ça s'est bien passé quand même puisqu'on m'a rappelé. Et Du coup, ils t'ont challengé au point où tu sors de l'entretien et tu te dis, c'est mort, je suis pas pris. Mais en fait, ils m'ont posé la question à un moment de qu'est-ce que tu penses de ton entretien aujourd'hui? Et peut-être que ma réponse un peu culottée leur a plu. C'est que je leur ai dit, ben, vous êtes directeur des ventes, vous êtes manager d'une équipe. L'entretien devait durer 1 heure. Là, ça fait 1 heure et demie qu'on est là. Donc, j'imagine que si vous prenez le temps, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui vous intéresse. Ouais, très bien. Et ça t'a pas inquiété outre mesure en te disant, ah, si on me challenge comme ça, est-ce que ça va pas être la réalité de mon job par la suite? C'est une très bonne question. Moi, je me serais posé la question, tu vois, je me serais dit: «Est-ce que ça présage pas, tu vois, d'un management un peu costaud?» Non, j'ai pas du tout pensé à ça sur le Ouais, moment. Alors, ouais, peut-être que c'est mon côté naïf, mais après, non, quand même, on est aujourd'hui dans une forme de management très bienveillante ouais, chez Virtual Expo. ouais. On pourra en reparler après, mais c'est pas du tout la réalité du style de management. Et je pense que c'est par contre la réalité de nous on vend essentiellement du lead et de la visibilité et on est face à des décisionnaires et c'est normal parfois que le client ne puisse ne pas être d'accord et je pense que quelque chose c'était aussi de voir comment je peux réagir dans une situation où la personne prend du temps avec moi mais n'est pas forcément d'accord avec ce que je dis. Ouais, très bien. Donc c'est tester, la teneur de ton caractère. Alors tu démarres chez Virtual Expo et tu démarres en tant que commercial ou tout de suite tu passes, manager d'une équipe? J'ai été commercial pendant 2 ans. Ouais. La deuxième année, en même temps que alors chez Virtual Expo, quand un commercial est à l'objectif sur l'année, il peut prétendre à passer commercial senior. Et en fait, en même temps que j'ai enfin fait mes objos sur l'année, il y avait un appel à candidature pour être team leader. Et donc j'ai proposé ma candidature, j'ai été pris. Ça, j'ai été team leader pendant 3 ans. À ça, il y a eu une ouverture de poste pour un poste de manager dans un nouveau service que la boîte développait, on va dire en sous-main depuis quelques temps. Mais là, l'idée c'était de mettre le paquet niveau commercial. Et donc l'idée c'était vraiment de structurer l'équipe, d'avoir un manager des ventes et pas seulement quelqu'un qui est plus en charge, des personnes qui sont plus en charge de projets, mais vraiment d'avoir une équipe commerciale. Et donc c'est ce qu'on a monté ensemble ces 3 dernières années. Là, j'aimerais bien qu'on se penche un petit peu sur le business model de Virtual Expo, parce que tu nous expliques que vous adressiez plusieurs secteurs d'activité. Moi, de ce que j'en comprends, c'est que c'est une marketplace virtuelle où vous permettez à différents acteurs dans différents secteurs, ceux que tu as cités, d'avoir une vue un peu catalogue sur tous les produits qui se font en fait dans leur secteur d'activité. Est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ok. En fait, nous, notre spécialité chez Virtual Expo, elle est double. Alors, on a une première spécialité qui est le SEO, c'est-à-dire le référencement avec Google. Quand un acheteur fait une recherche sur Google avec des mots-clés assez précis, très souvent, on sort dans les premiers. Donc ça, c'est la Ok. première de nos spécialités. Qu'est-ce que ça veut dire des mots précis? Alors, je sais pas si tu es familière avec des concepts de marketing et Oui, oui, de oui, oui, référencement. oui, Ex-Germinal. Ok, ouais, oui, bien sûr. Du coup, nous, on travaille vraiment sur ce qu'on appelle des recherches longue traîne. Donc, c'est des recherches produits de plus de 3, 4, 5 mots-clés, ce qui représente plus de 70% des recherches sur le web aujourd'hui. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une recherche pour lampadaire sur Google, il ne va pas tomber sur Archi-Expo. Par contre, si je cherche un lampadaire urbain en métal, très probablement, on sera dans les premiers résultats.
Un petit peu pour te donner sur quoi on travaille. Le but, c'est de générer du trafic qui est d'acheteurs qualifiés. Pourquoi je dis qualifié, c'est que si moi demain je vais sur Google et que je cherche table, très probablement Pinterest serait le meilleur endroit pour moi puisque je vais pouvoir voir différents types de tables et trouver des idées. Alors qu'en revanche, si je fais une recherche pour une table contemporaine en acier, c'est que certainement j'ai déjà un peu mieux affiné ma recherche et là j'ai vraiment envie de pouvoir voir des différents fournisseurs et pouvoir les contacter. OK, Voilà très comment on bien, et travaille. en acier, ça traduirait le fait que c'est, plutôt une demande professionnelle? Parce que du coup, comment tu es sûr que les leads que vous sourcez grâce au SEO sont B2B? Forcément, il y a déjà d'abord le type de produit. C'est-à-dire que si je vends des machines à IRM sur Medical Expo, A forcément, priori, c'est c'est pas pas la toi voisine. Audrey qui va l'acheter pour ta cuisine. La deuxième chose ensuite, après on a 2 sites internet qui ont du trafic B2C, donc Archie Expo et Nautique Expo. Et là en fait, on n'assure pas qu'on ait que des professionnels qui l'utilisent. OK. En termes de répartition, on est plutôt sur du 60-40, donc 60% de pros sur Archie Expo et sur Nautique Expo, on est plutôt sur du 50-50. Voilà. Encore une fois, ce qui garantit qu'on arrive quand même à un trafic élevé de professionnels, c'est vraiment le fait qu'on se positionne sur des caractéristiques techniques de produits et pas sur des recherches très génériques. Le premier pan pour, faire de la génération de leads, c'est le SEO, et ensuite il y a un deuxième pan d'activité? Le deuxième pan, c'est que notre autre spécialité, c'est organiser le site d'une manière claire pour que un acheteur puisse trouver facilement le produit dont il a besoin pour son projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, par exemple, sur Archie Expo, plus de 500 000 produits référencés. Donc, il faut une navigation claire pour qu'un acheteur en arrive à faire une demande de devis. Ouais, j'ai été regarder, j'étais un peu geekée, et ça fonctionne un peu par arborescence avec des grandes, un système de famille, et puis après petit à petit on arrive sur les produits, et la personne peut laisser son mail. Mais alors du coup, comment vous vous rémunérez? Vous vendez quoi? Vous vendez un abonnement? C'est de la presse, enfin ça se passe comment? C'est au lead? On est sur la base d'abonnement annuel. D'accord. On a aujourd'hui 3 business models chez Virtual Expo. Donc il y a le business model, on va dire traditionnel, où on propose à un fabricant de s'abonner chez nous pour être visible à l'international en 9 langues et à être bien sûr référencé sur Google en 9 langues et au milieu de ses concurrents. Donc il y a certaines sociétés qui travaillent avec nous de cette manière-là pour de la génération de leads, d'autres plus pour une question de notoriété et de visibilité. Ça dépend des problématiques de chaque client. Et donc ça existe depuis 20 ans. Moi, je suis dans le service distributeur aujourd'hui. Donc c'est un service qu'on développe depuis quelques années seulement. Et en fait, côté distributeur, un distributeur peut s'abonner pour être visible dans un pays spécifique, mais par contre sur l'ensemble des produits qu'il distribue de plusieurs marques. Donc c'est 2 business models qui se croisent. Et en ce moment, on est en plein lancement de notre e-shop Direct Industrie France. On fait les choses site par site et pays par pays pour faire les choses correctement. On est dans du B2B et à partir du moment où il y a des cartes bleues d'acheteurs qui sont enseignées sur le site internet, c'est forcément des problématiques qui sont différentes. Et donc on est en plein lancement de ça avec une équipe dédiée qui est sur ce projet. Et là par contre sur la partie shop, on se rémunérera sur des commissions sur les ventes. C'est vachement intéressant que vous preniez ce tournant-là, parce que je me disais, quand tu vends du lead, les clients te challengent toujours sur le ROI, tu vois, concret. Donc vous, quand vous vendez, qu'est-ce que vous promettez? Qu'est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir assurer à vos clients? Nous, ce qu'on assure à nos clients, c'est qu'aujourd'hui, on fait des enquêtes vis-à-vis de toutes les personnes qui font des demandes de devis sur nos sites. On sait qu'à 8 jours ouvrés, 12% ont acheté le produit dont ils avaient besoin et à 6 mois, 50%. Donc oui, dans 50% des cas, il y aura des acheteurs qui n'ont pas été au bout de leur projet d'achat d'ici 6 mois. Je pense que le côté shop aujourd'hui est intéressant parce que on va être complémentaire avec ce qu'on appelle le salon, c'est-à-dire le modèle de demande de devis. C'est-à-dire que moi, je suis internaute, j'ai un projet. Peut-être que pour mon projet, j'ai pas envie de parler à quelqu'un parce que je sais ce que je veux, j'ai juste envie de cliquer et de l'acheter. Et ça, c'est le shop qui répondra à ces besoins-là. Et au contraire, je suis sur un produit un peu plus complexe et j'ai besoin de parler avec quelqu'un qui va me conseiller. Une fois qu'il m'aura envoyé son devis, je vais avoir besoin de le valider en interne. Je vais pas pouvoir aller sur le site et directement acheter. Bah, l'exemple de la machine d'IRM tout à l'heure, je pense que c'était un bon exemple. Peut-être qu'un jour ça arrivera et qu'on le marché ira là. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont souvent besoin quand même d'échanger dans le B2B avant Ouais, de finaliser un achat. ouais, je pense aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, votre clientèle, elle est française, elle est internationale? J'imagine les 2, et c'est quoi la répartition?
Alors nous, c'est vraiment à l'international, surtout côté fabricant, puisque l'intérêt principal de notre service pour un fabricant, c'est de pouvoir, avec un budget minime, pouvoir rapidement être visible par des distributeurs ou par des acheteurs finaux qui sont en sourcing produits dans d'autres pays. On a les sites qui sont très bien référencés en 9 langues, et aujourd'hui on a à peu près 20% de nos clients qui sont français et 80% à l'international. Donc on a aussi une équipe commerciale forcément qui parle plein de langues, on a un traducteur en interne et on a des spécialistes du contenu du site qui sont aussi très ouverts. Aujourd'hui, Virtual Expo, c'est à peu près 35 nationalités. La langue de travail, c'est le français? Oui, oui, la langue de travail, c'est le Ok, français. c'est intéressant. Toi, j'aurais pensé que dans une boîte comme ça serait plutôt toutes les communications doivent être en anglais. Ok. Non, non, au contraire, on est une boîte française, j'ai même envie de dire marseillaise, parce que nous, les Marseillais, on est un peu chauvins. Et on a un bureau qui est une joint venture en Chine où on a une équipe commerciale d'une 20aine de personnes. Et là, par contre, c'est vraiment que du commercial, c'est parce qu'il y a tellement de fabricants industriels chinois que ce serait dommage de pas y être. Demain, tu es fabricant de produits médicaux et tu souhaites avoir une visibilité en Chine. En quelques clics, nous, on a tes produits en ligne en chinois. Et on a aussi une équipe aujourd'hui qui est en Tunisie. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est quelque chose qu'on a lancé il y a pas longtemps, plutôt du côté service client, notamment pour s'adapter aux besoins qui vont avec le projet eShop. Il y a aussi des commerciaux et des personnes au marketing qui sont en Tunisie. Mais la langue de travail reste le français. Le Covid, ça s'est passé comment pour vous? Parce qu'on est sur des gens qui se renseignent sur les prix de biens physiques. Si tu peux en parler. Alors niveau business, c'était assez incroyable et bravo aux informaticiens. En 2 jours, on avait tout le monde à la maison équipé. Ok. Voilà, donc on a été super réactifs à ce niveau-là. C'était aussi de la chance parce qu'on devait renouveler un stock d'ordinateurs et qu'en fait du coup on avait le matériel déjà à disposition. Ouais. Au niveau business, on a eu une explosion des demandes de devis sur nos sites. On a un reflet du marché. Donc si demain tout le monde cherche des gants, avec notre expertise en référencement, il y a énormément d'acheteurs qui arrivaient sur Medical Ah mais Expo, oui, par exemple. forcément, oui, forcément. Mais pas que dans le secteur du médical, dans d'autres secteurs aussi. Mm, mm, mm. Je pense que les acheteurs B2B se sont de plus en plus habitués à utiliser Internet comme outil de sourcing. C'était déjà le cas avant le Covid, mais forcément, les habitudes se sont encore plus tournées vers le digital à ce moment-là. Quels sont les gros défis que tu vois pour le secteur et pour Virtual Expo là dans les années à venir? Tu vois, moi quand je pense à l'industrie, au marketplace, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sujets autour de la production locale, arrêter les grands allers-retours dans le commerce, enfin ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose des sujets sur lesquels vous commencez à réfléchir? Aujourd'hui, je dirais qu'on est plus à un reflet du marché. Donc, si tu veux, le challenge, par exemple, en ce moment, il y a la guerre et des restrictions en Russie et en Ukraine. Forcément, on avait beaucoup d'industriels russes qui étaient chez nous, et aujourd'hui, on peut plus travailler avec eux. Donc voilà, on est vraiment plutôt un reflet de l'économie. Côté distributeur, quelque chose qui est apparu récemment, c'est la difficulté de certains de nos clients à pouvoir répondre rapidement à des acheteurs, parce que à chaque fois qu'ils devaient donner un prix à un acheteur, ils devaient consulter l'usine avant de pouvoir leur répondre, parce que les prix ont tellement changé ces derniers mois que ils avaient du mal à pouvoir être assez réactifs. Et toi, Audrey, quand tu es acheteuse, que tu fais une demande de devis, t'as pas envie d'attendre une semaine pour recevoir un retour. Donc je pense que peut-être que la communication entre les fabricants d'un côté et les vendeurs de l'autre, il y a certainement du mieux à faire, je pense, dans cette industrie. Alors je réponds pas forcément à l'industrie du web et des marketplaces, mais je veux dire c'est les challenges que je vois chez mes clients en tout cas aujourd'hui. Mais alors, du coup, est-ce que ça serait pas un business à développer pour vous? Alors, bien évidemment, si c'est encore secret, tu vas pas me le révéler sur le podcast, mais peut-être qu'il y a un truc qui sort dans 3 semaines et que tu peux en parler. Accompagner en fait les distributeurs à répondre plus facilement, traiter des leads pour eux, c'est des choses que vous faites ou pas? Alors ça c'est notre quotidien, puisqu'en fait la plupart des sociétés qui travaillent avec nous aujourd'hui ont commencé à travailler avec nous, pas sur la base d'un abonnement annuel, mais sur une période de découverte de quelques mois. Et en fait, partie du job du commercial, c'est justement d'accompagner son client pour faire en sorte que ces leads ils puissent les transformer en vente. Puisque forcément, toi, tu vends des bateaux. Si moi je t'amène des leads
et que tu réponds à des acheteurs et que tu en vends pas des bateaux, au bout d'un moment, tu vas me dire, bon, bah, t'es bien sympa, Nathanaël, mais j'ai du mal à avoir le retour sur investissement, un peu comme tu disais tout à l'heure. C'est le nerf de la guerre, mais bien sûr. Alors que si au contraire, moi, je suis avec mon client, alors nous, ce qu'on fait en termes d'accompagnement, c'est une mise en place qui prend entre une demi-heure et 1 heure pour le service. Et ensuite, c'est des points réguliers tous les mois où on regarde ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. On prend le temps de rentrer dans le détail des leads, voir ce qui s'est passé aussi côté client, puisque le traitement des leads aussi, c'est forcément important pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Et donc nous, notre job aujourd'hui, c'est pas juste proposer des abonnements à des gens qui veulent vendre, mais c'est aussi les accompagner, les former sur des bonnes pratiques qui leur permettent de réaliser des ventes avec. On va creuser ça juste avant. J'ai une dernière question concernant Virtual Expo. Quand je me suis rendue sur le site internet et sur la page, même sur Welcome to the Jungle, qui est un très bon outil pour bénéficier d'une immersion dans l'entreprise, j'ai vu que la culture d'entreprise, même plus que ce que vous vendiez, était mise en avant. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de ça? Ouais, bien sûr. Bah, c'est aussi une des choses que j'adore. J'adore dans mon job. Moi, j'aime beaucoup dire à mes clients que je peux pas prendre rendez-vous le vendredi après-midi parce que je bosse pas. Et voilà. Et non, on a une culture d'entreprise très forte où on fait attention à l'équilibre entre vie pro et vie privée. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans toute l'entreprise à tous les niveaux. On n'a pas de dress code. Notre directeur général, Vincent, vient souvent en claquette et en short l'été. On a une semaine de 4 jours et demi. On est à 35 heures et c'est 35 heures où on pointe. Donc, si une semaine, même en étant manager, si d'une équipe, si une semaine je bosse 37 heures, ben à un moment donné, il va falloir que j'en bosse 33. D'accord. Donc, on a un vrai système qui permet de garantir le fait qu'on fasse pas 60 heures la semaine comme je peux voir dans d'autres jobs, notamment portés sur la vente. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Alors par contre, le rythme est soutenu. Puisque si on veut pouvoir bosser 35 heures et avoir des bons résultats, ben ça veut aussi dire que quand on est au boulot, après on a des locaux super sympas, les cours de sport tous les midis. Moi, j'adore faire la sieste le midi. On a une salle de sieste. C'est vrai? Ouais, on a une salle de sieste avec des matelas et tout. On est trop bien. Ça, c'est toujours un sujet, je trouve, la salle de sieste. Juste dans une boîte où ils en parlaient à un moment et ils voulaient le mettre en place. Et puis, les gens rigolaient en disant, bah oui, on peut mettre le canapé en face du bureau du DG. Bah, en fait, la salle de sieste est juste derrière les RH dans l'open space. D'accord. Si Ok. tu veux tout savoir. Mais non, je suis un grand abonné de ce lieu-là. De toute façon, le midi, je suis soit là, soit à la salle de sport. Mais voilà. Ouais, très J'adore bien. prendre Donc, mon il y a, temps il y a un vrai accent qui est mis sur sur le la bien-être des qualité. salariés. Ouais, très bien. Ça fait combien de temps que tu y es, du coup? Là, ça fait 7 ans aujourd'hui. Ouais, donc ça veut dire que ça marche. J'aimerais qu'on passe à la partie vente. Est-ce que tu peux m'expliquer comment s'organise l'équipe commerciale? Est-ce que c'est par verticale en fonction des différentes activités, enfin des différents secteurs que vous adressez? Vous organisez comment? Alors, au niveau de l'organisation commerciale, donc on a notre directrice commerciale Fabienne. On a notre business historique avec 5 managers commerciaux. OK. 3 qui sont plutôt portés sur l'acquisition de nouveaux clients et 2 qui sont vraiment sur nos grands comptes, donc les clients existants. Donc ensuite, on a un manager pour la partie shop, puisque c'est OK. notre nouveau business qui a ses problématiques à part. OK. Et moi, je suis en charge de développer l'activité distributeur. Ouais, OK, très bien. On parle de combien de personnes dans cette équipe commerciale? On est à peu près 70. En sachant qu'il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui sont dans la partie, ce qu'on appelle aide à la vente. Donc on a une personne qui est à plein temps sur la partie récupération des contacts, des sociétés qui sont dans notre CRM. On a 3 assistantes co, une personne qui est en charge des projets transverses pour toujours avoir le point de vue commercial par rapport aux nouveaux projets. Et on a 2 formateurs. Aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer comment se passe une vente concrètement? Du brief au closing, comment ça se passe? On a différents types de ventes en fait chez nous. On sépare notre business vraiment entre 2 parties. On a la partie ce qu'on appelle conquête, où c'est vraiment l'acquisition de nouveaux clients. Je sais que dans certaines boîtes on appelle ça de la chasse. Et on a une autre partie qui est plus en charge de la fidélisation et faire côté conquête. Comment ça se passe? C'est qu'on a des périodes de découverte pour un montant symbolique qui en gros couvre nos frais qu'on propose pour faire découvrir notre service.
Donc on accompagne un client pendant 4 mois pour, comme je te disais tout à l'heure, on fait une mise en place ensemble et ensuite une fois par mois on se fait des points réguliers sur le type de résultat que vous avez eu, que ce soit en termes de visibilité ou d'affichage ou aussi en termes de leads. Ok, qu'est-ce qu'il en est de la qualité des leads, qu'est-ce que ça a donné en termes de transformation aussi de votre côté de ces leads-là, et le but c'est qu'on travaille vraiment ensemble main dans la main avec le client. Je pense que c'est plutôt vertueux parce que pendant cette période de test, le client a envie que ça marche, nous on a envie que ça marche, et on a du coup moins de commerciaux qui font du one shot que si on partait directement sur de l'abonnement annuel. Ouais, bien sûr. On est Parce sur un qu'on sait qu'on va se délai revoir. court. On sait qu'on va se revoir, on est sur un délai court et on veut que d'ici 4 mois, le service fonctionne pour vous. Et le client comme nous a envie que ça marche, puisque si lui s'y retrouve, ben on s'y retrouvera aussi parce qu'on a un client sur le long terme. Et aujourd'hui, c'est un business model, une manière de gagner des nouveaux clients qui est plutôt vertueuse. On a quand même 85% de nos clients qui renouvellent leur abonnement annuel. Ah oui, donc vous avez une super rétention. Ouais. Ah Alors ouais. sur les périodes de test, on est plutôt sur du 50% qui passe sur un abonnement annuel, D'accord. Ce et qui je trouve ça bien. je trouve ça fait assez cool, ouais. Ouais, je trouve ça bien. Ouais. On n'aura jamais un service pour tout le monde et pas toutes les boîtes sont non plus organisées pour travailler avec des Et dans sociétés tous les comme elles. cas, c'est un test qui est payé. Donc, même si c'est une somme symbolique, c'est un service qui est payé. Donc, c'est pas, vous êtes pas perdant non plus, tu vois. On n'est pas perdant, on n'est pas hyper gagnant. Le client n'est pas perdant non plus puisque ça lui permet de ne pas avoir pris un abonnement annuel si au final on serait pas un bon match par rapport à ce dont ils pourraient avoir besoin. Non, aujourd'hui on est voilà sur des périodes de découverte de quelques mois avec 50% qui se transforment en clients à l'année, et puis ces clients à l'année, il y en a 85% qui renouvellent leur abonnement. Potentiellement, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes sur un cycle de vente qui est assez long parce que il comprend au final la période de test, ou est-ce que vous considérez qu'à partir du moment où la personne a dit OK pour le test, c'est un client? En combien de temps vous signez un contrat aujourd'hui, en moyenne? Je dirais moins d'un mois pour signer un contrat de période de découverte. OK, c'est cool. Et ensuite, il y a le temps de la période de découverte qui, pour les fabricants, est de 3 mois et pour les distributeurs est de 4 mois. Et aujourd'hui, tes commerciaux, en moyenne, ils gèrent un portefeuille de combien de clients? En termes de fidélisation de clients, on est plutôt sur une base de 300 abonnés pour ce qu'on appelle un portefeuille plein. Et sur de l'acquisition de nouveaux clients, un commercial a un portefeuille de 650 comptes qui sont pas encore abonnés chez nous. Selon toi, dans ce secteur-là, quelles sont les compétences phares à mobiliser quand tu es commercial? Le premier, ce serait l'écoute et la curiosité, parce que, comme tu le sais de ton expérience à Germinal, le match entre le lead et le client est forcément hyper important. Et donc, c'est important de comprendre quel serait le type de lead dont une entreprise aurait besoin, ou au contraire, il y a certaines grandes sociétés, des multinationales, qui n'ont aucune envie ou aucun besoin de traiter des leads, parce que déjà leurs demandes actuelles, ils n'arrivent pas à les gérer. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité, de la notoriété, être visible parmi leurs concurrents, des jolies bannières, etc. Et montrer qu'ils sont présents. Donc en fait, je dirais que la première compétence, c'est vraiment la curiosité et l'écoute. C'est quoi le quotidien des commerciaux chez Virtual Expo? Alors il y a des moments où on se dit on est tous au bureau. Pour rien te cacher, le full remote, c'est une question en suspens. C'est quelque chose qu'on a fait depuis le Covid, mais ça reste quelque chose où on se dit que quand même l'émulation collective, entendre ses collègues à côté, c'est quand même quelque chose de super positif pour grandir dans le métier de commercial. Mais sinon pour les grands moments, on va dire chaque semaine on a une réunion d'équipe. On a également un one-to-one en moyenne toutes les 2 semaines avec son manager. D'accord. Une fois par trimestre, on a une réunion trimestrielle qui est là et par contre est pas seulement réservée à la partie vente, mais c'est vraiment pour toute l'entreprise où on fait un bilan sur les différents services, sur les objectifs d'entreprise et où est-ce qu'on en est. Et ça, c'est plutôt chouette parce que ça permet vraiment de voir où est-ce qu'on en est et où est-ce que l'entreprise veut aller sur les prochains mois. Ouais, très bien. Donc, au final, la réunion commerciale, le one-to-one toutes les 2 semaines pour les commerciaux, cette réunion d'entreprise. Mais globalement, après, ils gèrent leur temps comme ils le souhaitent. Et tout le cycle de vente se passe au téléphone ou parfois les gens doivent se déplacer chez leurs clients. Alors nous, on est vraiment du 99% téléphone. Sauf quand les clients viennent nous voir, parce qu'on a des super locaux à Marseille et on est super content de recevoir nos clients. Et en moyenne, une fois par année, un déplacement sur un salon, puisque ça permet
en 2-3 jours de rencontrer 40-50 clients. Donc là, oui, ça vaut le coup. Mais sinon, c'est vrai on est dans un secteur du digital. Les clients ont l'habitude que pour des services digitaux, ils n'aient pas forcément Besoin de à serrer la solliciter. main de la personne. Et voilà, donc on est vraiment full téléphone et puis de manière ponctuelle des déplacements sur salle. Ouais, c'est intéressant parce que pour moi, ça veut dire aussi, quand tu es sur des cycles de vente full téléphone, faut quand même que tu aies une certaine endurance aussi. Je pense que tout le monde ne peut pas passer la journée au téléphone, tu vois, avec des gens. Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est une des choses qu'on verrouille à fond en entretien d'embauche parce que le but c'est pas d'avoir quelqu'un par exemple qui habite à Paris qui emménage à Marseille pour que 3 semaines plus tard on se rende compte que ça va pas le faire. Donc Ouais. on est attentif au bien-être de nos salariés, mais ça veut aussi dire ça passe par ne pas y aller si on a des doutes et les exprimer à des candidats. Vous recrutez quel type de profil dans l'équipe commerciale? Ça c'est une bonne question. Alors forcément on aime bien les gens qui ont de l'expérience. Aujourd'hui, pour tout te dire, le commercial qui a été le plus performant dans mon équipe ces dernières années a été prof de danse pendant 18 ans avant de venir chez nous. Donc on fait aussi confiance. On fait aussi confiance à des gens qui n'ont pas Ouais. forcément le profil type, etc. Vu notre business model, un sine qua non, c'est de parler au moins 2-3 langues. Donc ça, c'est primordial. Et après, c'est plutôt des qualités qu'on va chercher, puisqu'on a une formation à l'entrée qui est aussi assez costaud. Mais bien sûr, encore une fois, les gens qui ont de l'expérience sont très bienvenus et on a des gens qui ont 10 ans d'expérience dans la vente avant de venir chez nous, tout comme je te disais, on a des gens qui étaient solopreneurs dans un milieu la danse par exemple pendant 18 ans avant de devenir des commerciaux super performants. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un petit peu des objectifs des commerciaux, que ce soit en fidélisation ou en élevage, gestion de compte? On est sur la base plutôt de chiffre d'affaires qui est généré. Pour les nouveaux comptes, on va dire 6-7 contrats par mois. Ça permet d'arriver à ces objectifs commerciaux. Et en fidélisation, ce qui est demandé, c'est 85% et Ah ça, oui, on les de dépasse chaque année. rétention sur Exactement. sur le Sur le portefeuille des portefeuille. 300 qui ont été attribués. OK. Exactement. Tu peux nous partager un petit peu le panier moyen? Oui, alors il va être différent suivant le type de business model. Côté fabricant, on est plutôt sur un panier moyen autour des 4 000 €. Et côté distributeur, on est plutôt autour des 2 000 € pour l'année. Très bien, c'est clair. Ah oui, alors forcément, là, on va y arriver. La Dis-moi question qui va tout. intéresser tout le monde, vous les payez comment vos commerciaux? Aïe, aïe, aïe. Alors, chez nous, la REM, c'est un fixe qui permet de vivre et une partie de commission. On est sur des commissions non plafonnées et ça représente, on va dire, pour un commercial à l'objectif, ces commissions représentent à peu près 30% de son salaire. Oui, très bien. Mais j'ai l'impression que c'est le modèle qui émerge de plus en plus, que comme tu le dis, le fixe doit permettre aux gens de vivre. Donc, parce que, enfin, après, tu as des business models où vraiment tu as des fixes qui sont très, 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 très bas. Mais en général, les boîtes s'assurent que le commercial peut faire son variable sur le mois et payer le variable sur le mois. Sinon, les gens peuvent pas tenir, les gens peuvent pas vivre. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quand même une question qui a pu se mettre sur la table ces derniers Ouais. temps, notamment pour nous aider en termes de recrutement. C'est-à-dire qu'on a quand même des commerciaux qui font des belles primes. Est-ce que de l'autre côté, ce serait pas plus vertueux de se dire, mais en fait, peut-être augmenter le fixe et au contraire baisser le niveau de com. Voilà, en tout cas, je pense que c'est une réflexion qui aura certainement euh, lieu de manière régulière. Hein. Je pense que c'est une question à se reposer, à se rechallenger dessus souvent. Et c'est vrai que c'était une des questions euh, actuellement qu'on s'est posé parce que le recrutement de commerciaux, c'est pas forcément quelque chose d'évident. On est sur un marché très concurrentiel entre les différentes entreprises et c'est vrai qu'un fixe plus élevé peut rassurer un candidat. Euh, Même si on lui donne toutes les stats qu'on veut sur les variables, ça reste un challenge de convaincre quelqu'un. Mais bien sûr. C'est versé tous les combien le variable? Tous les mois. Donc, Tous les mois. Après, on a des accélérateurs tous les 2 mois. Et pour les commerciaux qui sont seniors, on a aussi une prime trimestrielle. Et quand un commercial arrive, j'imagine qu'il fait pas forcément ses objectifs les premiers mois. Est-ce que vous avez mis en place, tu sais, ce système qui permet d'avoir une sorte d'avance sur com ou c'est vraiment là tu pars dans le désert et après tu seras récompensé quand tu mériteras d'être récompensé? Alors nous, en fait, on a une prime garantie les premiers 3 mois. Ouais. Bon, faut savoir qu'on a 3 semaines de formation dans laquelle on alterne des formations théoriques et de la pratique sur poste. Au bout de 3 mois, on a une auto-évaluation
du nouveau collaborateur qui nous fait une présentation de où il en est dans son apprentissage et dans le métier. Et 4 mois après, il y a un audit du formateur qui n'a pas été celui qui l'a suivi de manière régulière pour vérifier que tout a été bien assimilé. Et donc c'est vrai qu'on n'attend pas à ce qu'il y ait des super ventes les 3 premiers mois. On en est conscient et donc on garantit une prime pour les 3 premiers mois d'activité. C'est-à-dire que si le commercial vend jusqu'à X euros, et c'est que ça lui permet pas d'atteindre le montant qu'on lui a garanti, bon, il a quand même ce variable-là. Très bien. Alors du coup, qu'est-ce que vous évaluez les 3 premiers mois? Si la personne ne fait pas nécessairement son chiffre, qu'est-ce qui est important pour vous? On a des chiffres qui vont crescendo. Donc, si tu veux, l'objectif qu'on va attendre d'un commercial le 2e mois, ça représente à peu près 10% de ce qu'on va lui demander 9 mois plus tard. Donc, on a vraiment une évolution progressive, aussi par rapport à notre cycle de vente. Forcément, au début, le commercial, ce qu'on va attendre de lui, c'est de proposer à des sociétés de tester notre service. Et au contraire, à un moment donné, ces périodes de découverte vont se terminer. Donc là, on attend de lui qu'il les transforme en abonnement. C'est quoi les possibilités d'évolution au sein de Virtual Expo quand on est commercial? Et ça dépend de l'actualité, parce qu'on reste une boîte de 200 personnes qui a plein de projets. Donc ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans mon poste. Il y a d'autres personnes qui l'ont eu aussi de manière transversale, hein, pas seulement dans des métiers de la vente, mais aussi basculer dans d'autres services. Et ça dépend vraiment des projets du moment. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire à quelqu'un, dans la prochaine année, il y a X nombre d'opportunités. On reste une boîte de 200 personnes. On a plein de demandes sur nos sites. On a des sites avec plein de produits, etc. Donc ça peut paraître parfois surprenant, mais aujourd'hui on a 153 000 demandes de devis sur notre site et on a des équipes de 200 personnes dans nos locaux à Marseille. Est-ce que selon toi, il y a une culture commerciale chez Virtual Expo et si oui, comment tu la définirais? Je dirais que l'envie de la gagne et de la gagne ensemble. Il peut y avoir un peu de compétition entre différents commerciaux, mais en général, c'est plutôt du bon enfant et vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est qu'il y a vraiment une vraie culture d'entraide entre les équipiers et que le management, on essaie d'implémenter une philosophie agile, c'est-à-dire que le quoi et le global vient des N+1, on va dire, mais le comment vient du collaborateur. Et donc, par exemple, moi, dans mes one-to-one, une des questions que je pose régulièrement à mes équipiers, c'est sur quel sujet t'aimerais qu'on bosse ensemble maintenant pour que tu progresses encore dans ton métier de commercial. Et c'est pas moi qui vais forcément dire sur quoi on devrait bosser. En tout cas, moi, depuis que je suis arrivé ici, un des trucs que j'ai vraiment apprécié, c'est j'ai une ouverture pour faire mes suggestions et que on tient aussi au droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on peut se tromper, c'est des choses qui arrivent. Et parfois, il vaut mieux se tromper en faisant sa suggestion plutôt que ne jamais oser la dire. Alors, question que je pose à tous mes invités, est-ce que là, en 30 secondes max, tu peux me pitcher Virtual Expo? Alors, Virtual Expo, ce sont 6 marketplaces B2B, Direct Industrie, Medical Expo, Nautic Expo et Medical Expo, Agri Expo et Aéro Expo. On couvre ces 6 secteurs d'activité-là. On a aujourd'hui plus de 10 millions d'acheteurs chaque mois qui utilisent nos sites internet pour faire des demandes de devis. Et donc, si vous avez besoin de visibilité ou besoin de gagner des nouveaux clients, on sera votre partenaire et on sera ravis de vous accompagner pour faire en sorte que ça marche pour vous. Ouais, nickel. T'étais ready. J'étais pas ready en plus. Tout le monde me l'a fait. Ah bon, comme ça là? Attends, toute la journée. Ok, je pense qu'à un moment, à la fin dans le podcast, je vais assembler tous les pitchs et tu vois, enfin, je sais pas, je ferai un tu peux faire un best of pitch, ouais. Ouais, un truc un peu rigolo où on entend les pitchs de tout le monde et tout. Ok, est-ce que tu pourrais me partager ta pire anecdote de vente? Pire anecdote de vente. Je sais pas si c'est la pire, mais j'en ai une récente que je peux te partager. J'ai un nouvel entrant dans mon équipe depuis 3 semaines, Benjamin. D'ailleurs, ça se passe super bien, je suis content. Et on était en formation sur la partie découverte client, donc l'appel démo découverte, on appelle ça comme ça chez nous. Forcément, un nouveau peut avoir tendance à vite déballer sa démo, vouloir présenter toutes les fonctionnalités produits. Et ce qui est important pour nous, pour envoyer des bons leads à nos clients, en fait, c'est bien les connaître. On forme beaucoup les commerciaux sur cette partie-là. Et donc juste à la fin de la partie un peu théorique, on s'est dit avec le formateur qu'on allait faire une démo en live devant lui, où un joue le commercial, l'autre joue le client. Et en fait, juste à ce moment-là, je reçois un email d'un lead entrant qui répond au mail automatique pour la prise de rendez-vous en disant qu'il est disponible maintenant.
Donc je me dis bah bingo, en fait, tu sais quoi, on va l'appeler en live et toi tu te mets en double écoute et tu m'écoutes. J'appelle la personne, bon, c'est en Espagne, c'est un vendeur de produits industriels et donc je lui dis, je me présente, Nathanaël, le directeur industrie, et il me dit dis-moi. Déjà ça commence mal. Je lui dis non, bah écoutez, toi dis-moi parce Toi que dis-moi, tu nous as non, toi contacté. dis-moi, toi Voilà. dis-moi. Donc ça commence comme ça. Je me dis bon allez génial. Je lui pose quelques questions, je vois que ça l'agace. Il y a beaucoup de clients qui savent que les commerciaux rentrent en découverte et adaptent leur discours par rapport à ce qu'ils auront partagé en amont et qui essayent de prendre le contre-pied et de te dire non, déjà toi tu sors tes cartes et après on voit. Mais Ouais, vas-y. je pense qu'il était un peu là-dedans, ouais, exactement. Ouais. Et donc au bout de quelques questions, je vois où j'essaie de comprendre un peu son entreprise, le type de leads qui peuvent être pertinents pour eux, etc. Je me lance dans la démo parce que je vois que je l'agace et ok, j'essaie de montrer l'exemple par rapport au nouveau, mais à un moment donné, faut aussi quand même pouvoir faire quelque chose de ce client, enfin de ce prospect. Et à un moment, donc je l'amène sur le back office client parce qu'on montre à nos clients que en 20 minutes de travail, ils peuvent commencer à recevoir des leads, en gros. Et pendant qu'il crée son mot de passe, je lui dis ah, au fait, ça marche comment? Vous êtes combien dans la boîte? Et il me répond bon, écoute, toi, tu arrêtes avec tes questions. C'est moi qui pose des questions. Toi, tu me montres ton truc. Et puis après, on verra. Waouh. T'as réagi comment? Quelques gouttes de sueur. Parce qu'en plus j'ai le nouveau qui m'écoute, je me suis mouillé à appeler un client en live devant lui et Attends, je vais te montrer comment on se bat. Et lui me dit ça et c'est la première fois en 7 ans que ça m'arrive. Donc forcément j'étais pas forcément à l'aise. Je prends sur moi, j'avale ma salive, je lui montre un peu les fonctionnalités et après au bout de 5 minutes, je lui dis bon écoute, je sais qu'aujourd'hui c'était pas l'appel de l'année, j'étais peut-être agacé avec mes questions et puis de là en fait il me déballe tout sur son entreprise. Ah ouais. Je pense que le fait que je lui ai dit écoute je sais machin, il s'est dit bon le gars il est pas très à l'aise donc il a essayé de me mettre à l'aise parce que mais tu sais c'est qu'on travaille ensemble quoi à un moment. Mais tu sais, c'est drôle parce que je pense que chez certains, en effet, chez certains prospects, et ça, je l'ai beaucoup vu côté acheteur, parfois sont très agressifs et en fait, ils veulent voir comment tu réagis à l'agressivité et à partir du moment où tu rentres pas dans leur jeu, en fait, ils se calment direct. Ouais, je pense qu'il y a une partie essayer de prendre l'ascendant en fait. Et le fait bon ok j'ai joué un peu son jeu mais je me suis pas non plus laissé déstabiliser, ça lui a permis de voir que bon ok on peut discuter entre adultes, j'ai envie de dire. Terrible. Tu montrais l'exemple et Ouais, et puis j'essaye de montrer à cette personne ce qui vient d'arriver dans mon équipe qu'on a un job cool, que en fait la partie sympa, c'est pas de déballer des fonctionnalités, mais c'est de rencontrer des clients, échanger sur leurs problématiques et leur trouver des solutions. Et bon, en tout cas moi c'est ce que je trouve intéressant dans notre job quoi. Et là d'un coup une belle porte je me suis pris, mais ça fait partie du jeu. Voilà. c'est drôle, j'ai une conversation avec une personne qui va intervenir sur le podcast dans pas longtemps sur ce sujet-là. Jusqu'à quand le client est roi, le prospect est roi? Est-ce qu'après un échange comme ça, tu te dis pas, ok, il y a deux scénarios, soit c'est un mec qui a voulu me tester, la collaboration va bien se passer, ou soit c'est un mec qui est dérangé et il faut peut-être pas continuer avec lui. Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées toi à ce moment-là? À ce moment-là, je me suis pas posé la question. Ça nous est arrivé une fois, en tout cas moi, ça m'est arrivé une fois de prendre le relais d'un commercial pour dire à un client que c'était sa dernière année d'abonnement avec nous. Ouais. Parce il avait des propos dérangeants vis-à-vis d'une commerciale de mon équipe et je tiens à ce que les collaborateurs puissent travailler dans des bonnes conditions. On n'a pas à être harcelé par des clients, des choses comme ça. Donc en général, ça se passe plutôt bien. Si je m'en rappelle, c'est que c'est anecdotique justement. Mais en effet, ça arrive. Est-ce que tu aurais un message à passer pour conclure? Pour conclure, Virtual Expo, sur 2023, on va recruter 3 commerciaux tous les 2 mois. Donc on a des belles perspectives. Si vous êtes intéressé à pratiquer plusieurs langues, à convaincre des gens à bosser avec nous pour développer leur business et être dans une boîte qui tient à la formation et au bien-être de leurs employés, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on en discute en plus de détails. En tout cas, merci à toi, Nathanaël. C'était très cool. J'ai du coup appris et compris ce que vous faisiez chez Virtual Expo. Et je te dis à très vite. Allez. Et je te souhaite une bonne journée. Bye bye. Ciao. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.